C'est la dernière équipe invaincue en NBA, les Milwaukee Bucks, qui ont un titre à aller récupérer après une année de blessures, eh bien, sont invaincus, je le disais. Les Bucks nous régalent par un jeu physique, une densité physique avec des joueurs qu'on connaît très bien. Giannis s'est blessé et a manqué le dernier match, mais il n'empêche que les Milwaukee Bucks ont continué à gagner à Rouen autour d'une idée, d'une académie, d'une alchimie qu'on trouve tous merveilleux. Ouais, un projet de jeu sérieux. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est la continuité pour moi de ce qu'ils font depuis que Mike Budenholzer est arrivé. Ça a pris du temps. Alors ils sont arrivés jusqu'à un titre de champion. L'année dernière, une blessure a fait basculer une série. On n'enlève rien au Boston Celtics évidemment, mais la blessure de Middleton change un petit peu les choses. Mais il n'empêche que tout est bien pensé dans cette équipe-là. On a réussi à relancer des joueurs, à trouver des joueurs important autour du système Giannis. Je pense notamment à Grayson Allen, par exemple, des mecs comme ça. Ils ont réussi à remettre en route notamment un Serge Ibaka. Et puis voilà, donc quand tu as peut-être le joueur le plus dominant du moment dans ton équipe, eh ben, tu arrives quand même à bien jouer au basket. Et quand il n'est pas là, ben, tu arrives quand même à garder une espèce un sérieux dans le jeu. Je le dis tout le temps, mais pour moi, ces Bucks n'ont pas d'humour. Quand ils sont sur le terrain, il n'y a pas de passe dans le dos, il n'y a pas de geste farfelu. On est là pour casser des gueules. Pas Middleton, pas Giannis. Tu reçois OKC, qui est une équipe un peu poil à gratter. Alors, il y a un match serré, mais tu le prends. Et cette équipe-là, son but ultime, c'est pas qu'un tel score, c'est de gagner des matchs. Et je trouve que sur ce premier mois de compétition, ils sont très en avance sur tous leurs concurrents. Tu es d'accord avec tout ça, Arthur ? Ouais, complètement d'accord. Jeudi dernier, on parlait des Nets et du retard à l'allumage, des complications avec Steve Nash, des aléas des joueurs. Là, on voit qu'il y a une équipe qui a un passé, au-delà du titre, déjà qui est très important il y a 2 ans. Il y a une académie de jeu et surtout, il y a des joueurs et une institution qui est en place. Donc, ça fait beaucoup d'avance pour les équipes. Et puis, on a vraiment ce sentiment que Middleton n'est pas là, Giannis n'est pas là. Même si Jrue Holiday n'était pas là, en fait, l'équipe est en place. Ils savent sur quoi s'appuyer et il n'y a pas de raison que sur la saison régulière, ça ne déroule pas. Je pense qu'ils ont envie d'avoir la première place, s'assurer peut-être même la première place de tout le championnat pour une anticipation des finales. En tout cas, c'est une équipe qui a les moyens d'aller chercher ce spot-là. Et en tout cas, ils sont en route pour y arriver. Et puis, bravo à eux. Sérénité. Après, si on peut parler d'un joueur, Jrue Holiday, qui fait un début de saison incroyable, exceptionnel, et toujours un petit peu sous-coté par rapport au marché, par rapport au profil de joueur. Alors sous-coté peut-être par rapport à certains observateurs, mais en fait contractuellement c'est non, c'est un gros contrat. Voilà, c'est un gros contrat. Et puis moi, alors ses pourcentages sont peut-être un petit peu en baisse, mais il marque un petit peu plus de points. Et puis surtout, moi ce que je vois, c'est que le leadership de ce bonhomme-là, il est incroyable. Et quelque part aujourd'hui, oui, Jrue Holiday, c'est pas le meneur flashy, c'est pas triangle ou quoi que ce soit, mais finalement dans une série de playoffs, efficace. Mais c'est plus qu'efficace, Arthur. C'est l'âme de cette équipe-là, tu vois. Je pense que c'est lui aussi qui, derrière Giannis, impose un petit peu une discipline dans le jeu. Et moi, ce que je vois aussi dans les équipes qui marchent bien, c'est toujours un petit peu les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a de la profondeur, une équipe qui est bâtie de manière intelligente, qui est très équilibrée, qui est coachée, avec un coach qu'on laisse coacher, qu'il n'y a personne au-dessus du projet de jeu, même quand tu as Giannis, et puis tu as un meneur de jeu qui est un vrai patron et qui est fort des deux côtés du terrain. Et ça peut aider, 20 points, 8 passes, et presque 6 rebonds pour Jrue Holiday. Il est clairement en mode All-Star, mais bon, il est depuis plusieurs saisons. Tu parlais de son pourcentage, il a toujours été un joueur à pourcentage assez faible, entre guillemets. Il a 43%. C'est pas un gars qui sera comme Tony Parker à 50 et des poussières. Ça fait partie de son jeu, il a du déchet, mais c'est pas très grave au vu de l'impact qu'il a. Je voulais parler surtout d'un joueur, c'est Brook Lopez. Brook Lopez, hier, contre OKC, c'est le meilleur marqueur de l'équipe, 25 points. On sait qu'il a été beaucoup blessé ces derniers temps, et c'était l'une des interrogations. Brook Lopez est très très bon, et ça se répercute dans le jeu, tout simplement, des Bucks. Les Bucks sont première équipe au rebond, on a l'habitude depuis plusieurs saisons. Ils sont grands, ils sont durs, ils sont costauds, ils sont 3e au bloc. Le retour de Brook Lopez aussi, ça se ressent là-dedans. Et ils sont surtout meilleure défense de la Ligue. Et donc, absolument, conséquence de tout ça, ils sont meilleure défense de la Ligue. Brook Lopez, il est hyper important dans le côté grand, costaud, etc. Et c'est important qu'il revienne en forme. Game changer dans le système autour de Giannis. On sait qu'en attaque, Brook Lopez, depuis maintenant 6, 7 ans, 8 ans, on sait qu'il s'est réinventé, comme tu aimes bien dire, en Klay Thompson sous hormones. À 2m13. Voilà, donc en attaque, il arrive quand même à stretch le terrain. Et ça, c'est important pour laisser de l'espace et du spacing à Giannis. Mais par contre, défensivement,
c'est un rock. Il est tout le temps dans le deuxième rideau, il assoit le rebond. Et tout ça, c'est très, très important. On sait que l'année dernière, la saison régulière, par exemple, ils ont dû un peu piocher les Bucks parce que justement, Brook Lopez a été longtemps absent et même quand il est revenu, il n'était pas à 100%. Là, Brook Lopez, il est revenu à 100%. Et honnêtement, je me dis, waouh, mais cette équipe-là, pour les bouger, et puis tu le disais, Arthur, tu sais ce que c'est une équipe qui fait mal, les postes d'écran, les défenses, ils sont tout le temps en train de toucher les adversaires, tout le temps. Touche, bam, les écrans, ils massacrent les mecs. Si t'es pas prêt au combat face à cette équipe-là, t'as perdu d'avance. Ouais, non, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est une équipe qui est physique, une équipe qui est dure. Voilà, et puis la conséquence de tout ça, c'est qu'ils sont premiers au bloc, premiers au rebond. Tu disais qu'il avait fait du bien sur le rebond. Je suis pas sûr que c'est pas un énorme rebondeur, mais en tout cas, il permet de par sa présence et de par sa dissuasion, de pouvoir aller chercher des rebonds pour les équipes. Donc Est-ce que c'est pas un des plus gros... On regardait le match, parce qu'on se disait, toi qui aimes bien dans le physique, est-ce que c'est pas un des plus gros buffs de la ligue en fait? franchement, il est balèze. Il est énorme. Il est énorme. Franchement, il est énorme. Même son frère, je crois, c'est des Seven. Mais lui, il est plus dessiné quand même. Il a toujours été... Ouais. C'est 2-16, lui. Ouais, 2-16. Ouais, si, c'est vrai qu'ils sont balèzes. Alors après. Frère, il y en a tellement dans la ligue. Mais voilà, ouais, mais il y en a tellement long, large, j'ai quand même robuste, l'impression que lui, dans ce rôle-là, il fait mal, moi, Brook Lopez, quand il met des écrans ou des écrans de retard, quand il met des contres à des mecs. Tu sais, je me dis ça tout à l'heure en regardant, je me dis, mais en fait, c'est peut-être l'un des pivots les plus balèzes, massifs. Tu sais, c'est un chêne, quoi. Bah ouais, c'est vrai qu'on a aussi l'habitude maintenant de voir des rim runners et des gars un peu à la Claxon qui font 90 kilos et qui arrivent en NBA chez Holmgren ou autre. Hein, c'est pas une critique, mais voilà, lui, il est pas du tout dans ce profil-là. Il doit bien faire ses 120, 130 kills et effectivement, c'est imposant. Après, t'as raison. Là, tu parlais de certaines situations, de certaines formes de jeu. C'est vrai que quand il va au pic, à chaque fois, on voit pas. Je roule l'idée. On voit pas parce qu'il est devant, il est hyper balèze et après, il arrive à rouler. Il aime bien rester à 3 points pour tes jeux, mais ouais, il est balèze. Il est bien balèze, Et il est très très bien en ce début de saison. 15 points, on le disait, et 6,6 rebonds. T'as raison. Il est peut-être pas très fort rebondeur. Il l'a jamais été. Mais il l'a jamais été. L'avantage, c'est qu'il bonifie tout le rebond défensif. Exactement. Et il y en a un qui en profite directement. C'est Bobby Portis, par exemple. Il a 13 points et 11,2 rebonds. Quand t'es dans la même équipe que Yanis qui en prend toujours sa petite douzaine par match, ça fait beaucoup. Ça montre que Holiday est un bon rebondeur aussi, que Chris Middleton d'habitude aussi est un bon rebondeur. Et Bobby Portis qui est dur aussi. Hein. J'ai l'impression. Non, mais de toute façon, si tu prends tous les mecs, Grayson Allen, mec dur, Wesley Matthews, ça a toujours été un mec dur. Le petit Nora, là, c'est un mec qui est tanké. Ils ont que des bons mecs comme ça qui peuvent, tu parlais de profondeur et qui peuvent apporter. Ils ont le petit rookie aussi, Beauchamp, ouais. qui paraît qu'un bel athlète. Clairement. Ouais. Clairement, mais alors, avec Polo, on aime bien parler de Javon Carter. Javon Carter est dans le 5 majeur. C'est lui qui remplace Chris Middleton dans le 5 majeur, en tout cas numériquement, pas du tout le même profil, mais ça leur permet de jouer avec un autre meneur de jeu qui a des niveaux fluctuants, mais qui a toujours été dans les bonnes équipes. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est l'exemple de Javon Carter. Moi, je me souviens de lui aux Nets. Aux Suns, c'était un peu mieux, mais aux Nets, c'était un joueur dramatique. Honnêtement, je comprenais pas ce que ce... Tu sais, moi, je me souviens que j'avais eu des débats en disant, mais est-ce qu'il a vraiment le niveau NBA, ce mec-là? Franchement, alors oui, il est athlète, il défend un peu correctement et tout. Mais je le trouvais nul aux Nets. Alors, avec le projet qu'on connaît des Nets, allez voir le First Day Show de cette semaine, de la semaine dernière du moins. Donc, avec un projet un peu, de projet basket un peu simpliste, Javon Carter était un petit joueur de NBA. Là, tu arrives dans un cadre comme les Bucks, c'est un super remplaçant. C'est pas anodin en fait. Tu vois, ça prouve quand même que. Ce que j'aime bien chez les Bucks, c'est que le système autour d'Giannis, évidemment, quand il est pas là, et allez voir ceux qui n'ont pas vu le match contre OKC, parce qu'OKC fait un super match et ils sont pas loin de le prendre. Finalement. Pourtant, il y a 15 points d'écart. Voilà, il y a 15 points, mais ils sont dans le match, mais parce qu'à la fin, les petits jeunes, ça fait mal les côtes de se faire masser comme ça. Sans Giannis, tu gardes quand même le même jeu, le même style. Ça me fait pas penser dans un système complètement différent, l'intégration des nouveaux joueurs un petit peu à Golden State, à l'époque où ils sont toujours un peu dans leur dynastie, mais où t'avais n'importe quel joueur random de NBA qui arrivait, un Nick Young qui arrivait et qui s'éclatait, qui pouvait jouer 5 minutes. Sublimé par le collectif. Et là, t'as l'impression que, même voilà, tu parlais de Giannis, il est pas là, c'est la même chose. Stephen Curry, à l'époque, il était pas là, c'était la même chose. Iguodala, tout le monde faisait le taf, tous les joueurs qui arrivaient, ils étaient super forts. Et, moi, je vois un petit peu de similitude entre les deux systèmes. Dans un style différent, c'est sûr. Dans un style différent, mais dans le fait que t'arrives, c'est du plug and play. Ça, c'est le lot des bonnes équipes, en vrai. Bien sûr. C'est le lot des équipes qui ont une culture, ils en ont une académie de jeu, ils en ont une. Donc tout ça, c'est GM,
ses coachs, ses stars aussi, stars, ouais. ce que tu vas laisser aux autres. Il n'y a pas Chris Middleton, il n'y a pas Giannis, les mecs sont invaincus. Alors, j'ai vu beaucoup de gens dans le chat qui parlent du calendrier, je vais vous le donner. Ils battent Philly au premier match, on s'en souvient. Houston, Brooklyn à l'agonie, New York, Atlanta, 2 fois Détroit, Minnesota, Oklahoma. Oui, le calendrier était clément. Mais c'est leur problème à eux. Non, mais gros, ça reste une série de 8 victoires d'affilée. 9. C'est 9 victoires d'affilée. Donc en NBA, 9 victoires d'affilée, c'est très bien. 10% de la saison. Et ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire riche quand même de cette franchise de gagner 9 matchs d'affilée. C'est le meilleur départ de l'histoire. On va pas tout leur enlever. Certes, le calendrier est peut-être favorable, si vous voulez, mais à un moment donné, moi je vois une équipe qui est prête et surtout qui se dit, OK, l'année dernière, on n'est pas passé loin de passer en finale de conf. On s'est fait sortir. Cette année, on est les favoris. Et parmi tout, la ribambelle de favoris, il y a les 4-5 équipes qu'on pouvait sortir. Quand je vois les Warriors à l'agonie, quand je vois les Clippers dramatiques, où là, pour le coup, dès qu'il n'y a pas leur star, on a l'impression qu'eux, ils attendent leur star et que de gagner des matchs et bien jouer au basket, ça ne les intéresse pas tant que Kawhi n'est pas là. Je ne sais pas où ça va les amener. Eux, star, Middleton pas là, Kawhi, Giannis sur le banc. Non, le but à la fin, hop, c'est que sur le plan de shot, on soit avec au moins 1 point d'avance et qu'on gagne des matchs. Ils ont tout intérêt à continuer là-dedans. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Pour gagner le titre, il faudra qu'il y ait Middleton et qu'il y ait Giannis, mais sur un premier tour de play-off, peut-être avec un joueur blessé, Giannis peut-être un petit peu diminué. S'ils ont déjà tout construit et qu'ils ont cette habitude-là, ça peut peut-être leur permettre de passer un tour, tout simplement, et après avoir un retour des stars. Les gars, avant de continuer, je vous mets un petit sondage, parce que j'ai vu des gens qui commençaient à comparer. Vous avez dit qui était le plus costaud, je vous mets un sondage. Qui est le plus costaud entre Brook Lopez et Steven Adams? Je l'ai mis dans le chat, là, dans le petit sondage. On est assez proche des gonzes. Hein. Ah, on est quoi qu'il arrive dans la brutalité. Mais moi, je crois que les équipes qui commencent bien les saisons, alors c'est long une saison, mais une équipe qui commence bien une saison et qui bat son record historique de victoire sur un début de saison, c'est des signes qui ne trompent pas. On se souvient du grand run des Warriors 24-0, c'était. Qui avait fini avec le fameux 73-9 et qui avait perdu en finale. Mais quand tu commences très fort comme ça ta saison... Mais surtout, moi, je le mets surtout en comparaison directe avec la saison dernière. La saison dernière, ils avaient des blessés et ils ont perdu des matchs. Alors, tu sais quoi, je vais aller regarder, même parce que tant qu'on est là et qu'on est en direct et qu'on est tranquille, on a le temps. Je vais te dire le début de la saison de nos amis des Bucks qui avaient beaucoup de blessures. Après 10 matchs, ils étaient à 4-6. Alors, peut-être qu'on pourrait parler du calendrier, mais il n'empêche qu'avec des problèmes des méformes, ils sont arrivés, alors qu'ils étaient champions en titre, il y a peut-être ça à digérer aussi, c'est une question qu'on peut se poser, mais ils sont arrivés, en tout cas, avec pas mal de défaites sur les 10 premiers matchs. Là, ils sont arrivés revanchards, en tout cas avec beaucoup d'ambition. Je vois une équipe qui se connaît par cœur, je vois un retour en forme de plein de mecs, et les 2 meilleurs joueurs qui sont pas là. Donc, et Chris Middleton qui va revenir. Chris Middleton, plug and play... A priori, tu vas le mettre sur le terrain. Oui, y a pas de souci. Ils seront juste meilleurs, simplement. Et je l'ai dit tout à l'heure sur ma première prise de parole, mais je voudrais insister aussi, ils ont réussi à remettre Serge Ibaka sur un terrain de basket et que ce bon vieux Sergio arrive à amener des choses et ça va aller de mieux en mieux. Ça aussi, c'est bon signe dans des équipes de basket de haut niveau qui ont l'ambition de remettre des mecs qui étaient cramoisis. On se souvient d'Ibaka à la fin aux Clippers, on se souvient d'Ibaka l'année dernière aux Bucks, il peut plus jouer au basket. Là, Ibaka, on le voit, alors c'est plus le grand Serge, mais il donne des minutes, il donne des rotations. Et ça, à la fin, ça compte. Très bien, messieurs. On se projette un petit peu pendant que le sondage fait rage. On est à 86% pour Steven Adams. En fait, il n'y a pas de sondage, apparemment. Il n'y a pas de débat entre les autres. Il y a M. Memba qui est cité, ton défenseur favori de l'OM. C'est vrai. Clairement, le seul qui a l'air d'être au niveau. Donc il fait des doubles contacts et qui met des centres au 8e poteau. Ouais, mais c'est ce qu'on aime aussi. C'est le panache. C'est le panache. On continue, on se projette surtout sur la suite. Je vais vous donner le calendrier, même si on sait que pour les Bucks, le calendrier de la saison régulière, c'est pas ce qui importe. J'imagine que pour vous, comme pour nous tous, c'est de savoir dans quel état va revenir Chris Middleton. C'est la clé pour les playoffs. Bien sûr. Écoute, à voir. Moi, je pense qu'ils lui font un beau cadeau en démarrant très fort. Pourquoi ? Parce que ça va lui laisser le temps. Ils n'ont pas de pression de se dire il y a Boston qui est juste derrière. Le seed 1, il est hyper important pour l'avantage du terrain, etc. Donc, il continue là-dedans. Ça va lui laisser le temps de revenir tranquillement. Et puis après, on verra. Surtout qu'en plus, c'est un joueur qui joue quand même sur des qualités physiques, qui est là des 2 côtés du terrain. Donc, ça va être important qu'il revienne à 100%. Ouais, moi, je suis d'accord avec Arthur. C'est lui donner du temps que de gagner des matchs comme ça, de voir une ambiance. On a vu une vidéo d'Yanis archi-marrante où il dit qu'il est beau gosse. Extraordinaire vidéo. Mais qu'il faut qu'il soit parce qu'on lui a pas donné le shoot à 3 points. Enfin, cette équipe, pour l'instant, dégage que des signes positifs. Alors, on verra par la suite. On sait qu'une saison, c'est longue, mais quand on assiste à pas mal de dramas d'est en ouest sur ce début de saison, eux, ils sont à des années-lumière de ça, à l'image de leur star, mais à l'image aussi de la région et de la manière de travailler de cette franchise-là. C'est très tôt dans l'année, mais pour moi, aujourd'hui,
en début de saison, en début de saison, on se disait il y a 5-6 favoris. Aujourd'hui, pour moi, il y en a qu'un et c'est les Bucks. Hein. J'ai vu quelqu'un qui demandait qu'est-ce qu'avait Chris Middleton. Il a une blessure au poignet. Hein. Il a eu une petite intervention sur le poignet. Donc, c'est des trucs qui, normalement, ne te permettent pas d'entamer ton cardio, j'ai envie de te dire. Mais il y a quand même une petite remise en place pour des mecs qui mettent des tirs externes. Après, dès que tu joues pas, de toute façon, t'as beau faire du vélo ou quoi que ce soit. Là, c'est plus ton métier. Bien sûr. À un moment donné, tu reviens. Tu reviens bien, mais il y a la réathlétisation qui peut être la condition de match. Tu peux faire effectivement, tu peux t'en rapprocher vachement, mais au final, le game, c'est le game. Hein. T'as beau être champion du monde de CrossFit, combiner tous les sports que tu veux. Demain, lorsque tu repars sur du spécifique et sur ton match de basket, c'est pas la même chose. C'est des efforts qui sont propres. Et puis voilà. Donc voilà. En tout cas, le fait qu'il soit pas blessé aux jambes, ça lui permet de revenir un petit peu plus rapidement, en tout cas. Bon, très bien. Écoute, Chris Middleton, on suivra à fond. Hein. On a vu les Warriors aller au bout avec un Klay Thompson qui était clairement pas redevenu lui-même. L'absence est largement moins longue pour Middleton, mais sans Middleton, on est tous d'accord pour dire que ça peut faire quoi qu'à chaque tour et contre chaque équipe. Ah, ça c'est sûr. On loue le fait que sans Middleton, ils arrivent à gagner, que sans Giannis et Middleton, ils arrivent à gagner. Il n'empêche que, et ça marche ces dernières années, ça marche que comme ça. Si t'es pas au complet, bah tu vas pas au bout. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent n'oubliez pas de parler de Bud. Mais on n'oublie jamais de parler de Bud. On va d'abord accueillir Walid. Walid qui est notre premier auditeur de la soirée et qui va venir avec nous pour parler de Coach Bud. Salut Walid. Est-ce que tu m'entends, mon bon Walid? Allô Walid. Allô. Salut Walid. Ouais, salut les gars. Salut ça les va? gars. Ah bah et vous? Oh, tranquille, écoute, on est en train de parler des Bucks, comme tu dois le savoir, et on voulait parler de Mike Budenholzer. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses du coach, qui est clairement l'un des meilleurs de la ligue, non? Ah bah ouais, certainement l'un des meilleurs. On voit quand même que l'alchimie qui est là depuis quelques saisons maintenant, tu vois que les mecs, même sans Middleton, c'est dur, quoi, c'est fort. On pouvait avoir des doutes par rapport à ça, par rapport à l'absence de Middleton, par rapport au match de pré-saison où c'était un peu plus compliqué. Là, clairement, on connaît les Bucks, mais moi, je reste quand même bluffé sur le début de saison, quoi. Dis-nous, alors, par rapport à quoi t'es bluffé? Justement, par rapport à cette invincibilité-là déjà. Et moi, c'est surtout par rapport à l'absence de Middleton que j'avais des doutes. Mais je vois que, franchement, non, la dureté, elle est toujours là. Il y a Brook Lopez, clairement, qui est, je vais pas dire injouable, mais on avait des doutes sur sa forme, etc. Il fait mentir tout le monde, clairement. Giroud, pareil, dans son rôle, rien à dire. Comme tu disais tout à l'heure, il a du déchet, mais il a tellement d'impact en fait dans le jeu que en fait, tu le ressens pas trop. Giannis, monstrueux, certainement futur MVP encore. Il est bien parti. Je vais peut-être un peu vite, mais clairement, à part peut-être Lucas et peut-être Donovan Mitchell sur le début de saison, pour l'instant, je vois pas qui peut aller le chercher. Après, je vais peut-être un peu vite, mais pour moi, c'est clairement le futur MVP en puissance. Hein. C'est sûr qu'il sera comme chaque année, hein. De toute manière, parmi les concurrents, il n'y a rien à dire. Parle-nous un peu de Bud. On rappelle quand même que c'est un gars qui a été 2 fois coach de l'année avec 2 équipes différentes. On se souvient avec Atlanta, il avait installé un truc de ouf. Et son arrivée au Bucks, ça a clairement tout changé pour Giannis. Je pense que moi, ma théorie, c'est que s'il vient pas à Milwaukee, l'autre, il est à Miami, hein, Giannis, depuis 2 ans. Et ils sont jamais champions, hein, clairement. On connaît cette théorie de trouver un coach, de trouver son coach quand on est une superstar. Le seul mec, la seule superstar qui a jamais vraiment trouvé le coach. Je crois qu'on peut mettre Kevin Durant, c'est LeBron James aussi qui était plus fort que Steve Kerr, hein, était plus fort que ça. KD. Et il a été KD, mais Warriors qui arrive dans un système. C'était pas son coach. Ouais, voilà, c'était pas son coach, c'est ça que je veux dire. Maintenant, moi, ce que j'aime avec Budenholzer, et je vais faire une comparaison avec Popovic, forcément, parce que ça a été son assistant pendant quasiment plus de 15 ans, et que je vois qu'en fait, sur la première année de Bud, quand il met son système qui était très simpliste autour de Giannis et qui de saison en saison n'a fait qu'évoluer. Il a rajouté petit à petit des détails. Il a pris le temps. Je pense que Giannis a cru beaucoup en lui et pourtant on se souvient, hein, il y a eu des échecs en play-off. On a commencé à se dire ok, peut-être que Bud c'est pas ce qu'il faut. Et j'ai l'impression que il y a une confiance réciproque entre les deux et que ce système qui était à la base très simpliste, qui fonctionnait correctement mais pas assez pour être champion autour de Giannis, est devenu vraiment aujourd'hui un système très dur à défendre, mais un système qui est des 2 côtés du terrain aussi. Et petit à petit, il a rajouté des pièces. L'arrivée de Brook Lopez, l'arrivée de Jrue Holiday, qui est quand même
un coup senti à la perfection. Parce que Eric Bledsoe, Voilà. Drew Holiday, c'est l'idée de génie. Hein. L'éclosion de Middleton. Personne l'a vu arriver, l'éclosion de Middleton. Donc tout ça est parfaitement pensé autour de cette star-là. Et je trouve qu'il y a une évolution comme les Spurs un petit peu sur l'après Robinson Duncan. Ils ont filé un peu les clés à Ginobili et Parker. On se souvient qu'au début, les finales avec Ginobili et Parker, c'était très basique. Et que 10 ans plus tard, ils jouent le Spurs basketball contre Miami, il les démonte. Et je trouve que dans l'évolution du jeu des Bucks, il y a de ça. Chaque année, c'est de plus en plus fluide et avec de plus en plus d'options. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Un peu comme Malakoff depuis 2 ans. Voilà, c'est ça. J'aimerais revenir sur ce que tu disais, Erwan, sur la manière, sur la relation entre le coach et Yanis. Je trouve que c'est hyper important et souvent on sous-estime un peu ça, ou du moins on ne le met pas assez en avant. Yanis a trouvé son coach, mais aussi Bud s'est adapté à Yanis, parce que tu peux être un coach renommé, avoir des certitudes, mais tu arrives dans une équipe où tu n'as pas les joueurs, où tu n'as pas la mentalité, tu n'as pas l'identité et tu n'as pas les profils de joueurs pour arriver à faire le basket que tu veux. Je pense que ça a été un effort et une mise en avant, une mise en confiance chacun l'un vers l'autre, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche, hein. Et puis quand on sait que c'est une ligue de joueurs, qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans, on connaît le caractère de Yanis, je pense qu'il a réussi à s'adapter, et ça reste une grande force. Une grande force pour la franchise du coup. Pour la franchise, complètement. Mais ce qui est fort autour de Yanis, c'est ce qui est fort autour des Bucks, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de réciproque. C'est la confiance mutuelle qui se sont fait. Il y a des franchises autres, mais après, c'est aussi l'avantage d'être dans une ville comme Milwaukee, sur un petit marché, c'est qu'on met pas le feu. Quand ils perdent dans la bulle, quand ils perdent l'année d'avant aussi, ça peut vite être le feu, parce que Yanis, il devient la figure de la NBA, et ça aurait pu rendre fou certains dans les bureaux des Bucks. Pas du tout. Et c'est un exemple pour beaucoup de travailler sereinement et dans la durée. Ouais. Absolument. Quelques stats, hein. Vous savez que c'est une équipe qui tire beaucoup à 3 points. C'est l'équipe qui tente le plus, la 5e équipe plutôt qui tire le plus à 3 points, qui tente le plus à 3 points. Donc, pourtant, en termes de pourcentage, ils sont que 22e, mais ça reste quelque chose sur lequel il veut appuyer. Ça leur permet d'avoir du spacing, hein, tout simplement. C'est tout con, mais avoir une raquette libre pour Yanis, c'est le meilleur moyen pour qu'il domine. Il y avait une stat marrante aussi, enfin marrante entre guillemets. C'est la 10e équipe qui tente le plus de lancers francs. Par contre, au pourcentage, ils sont 26e. Il y a moyen peut-être de rehausser un petit peu ce pourcentage, évidemment, quand il y a Yanis. Mais tu vois, on parle beaucoup de spacing et tout. T'as Brook Lopez qui est aujourd'hui devenu un shooter pur, tu vois, qui est un mec qui. Mais il n'y a pas de derrière shooter pur. Grayson Allen peut en mettre. Wesley Matthews. C'est pas un shooter pur. Il y a Wesley Matthews qui est quand même sur la jante. Ouais, il est dedans. Mais Wesley Matthews et George Hill qui est vraiment dans ce profil-là. Oui, d'accord, mais tu vas voir pourquoi je te dis ça, on en parlera peut-être après. Pourquoi? Vas-y, dis-nous. Parce qu'après, on va parler des vannes et tu vois, on parlera peut-être des possibles choses à faire. Et si tu rajoutes un pur shooter comme ça, ça peut leur ajouter peut-être une corde à leur arc. Bon, on n'a pas dit aussi que Pat Connaughton est blessé, malheureusement pour lui. Pour le coup. Et dans le profil, il connaît parfaitement tout ça, et qu'ils ont signé John Ingles plutôt, qui devrait revenir en janvier. Dernière question, Walid. Est-ce que pour toi, c'est les grands favoris de la NBA là, sur le premier échantillon de 9 matchs? Ah clairement. Et puis mais bien avant. 2019, je crois qu'ils font finale de conf. C'est ça, hein, finale de conf. 2019, je vais te dire ça en même temps. C'est quand ils perdent contre Toronto. Ils font 2019, ils font demi-finale, ils font 2 fois demi-finale de conf et après ils gagnent. Ouais. Voilà, demi-finale de conf. Voilà. Derrière, dans la bulle, ils se font sortir par Miami. Il y a la blessure de Giannis qui est préjudiciable aussi. Je pense que ça a changé beaucoup de choses dans la série. 2021, ils prennent le titre. La saison dernière, c'est pareil. La blessure de Middleton fait très très mal et je pense que c'est pas la même musique contre les Celtics s'il est là. Non, dans la continuité, je pense que ce sont les grands favoris. Clairement. Pour moi, clairement. En tout cas, ils sont en avance, moi, de tout ce que là, on a pu voir quand même, toutes les équipes. Ah oui, clairement. Et puis en plus, faut rajouter à ça aussi. Bud, rien à dire. Faut rajouter quand même à ça aussi que c'est des mecs qui se connaissent depuis des années. Cette alchimie-là, je pense que pas toutes les franchises l'ont aujourd'hui. Ça clique. Il y a absolument tout pour aller jusqu'au bout. Clairement, moi, je vois pas une équipe. S'ils restent tous en bonne santé, les gars, attention. S'ils sont tous là, je vois pas une équipe qui peut aller les chercher. Pour moi, clairement.
En tout cas, Boucher double, il dit un peu comme vous, les gars, les Bucks, comme futur Spurs, avoir plusieurs titres sur les 15 prochaines années en étant toujours relus à jouer et toujours très bien coaché. Tout ça autour d'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on va souhaiter à cette franchise des Bucks. Hein. Ils en prennent le chemin, ils ont les restas, ils ont les mecs sous contrat, ils ont l'idée, la culture. Bon, bah, voilà. Moi, je me dis que, alors après, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais je me dis qu'Yanis, s'il n'est pas parti à un moment donné où il a re-signé son contrat méga max avec les Bucks. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il parte en fait? Voilà, Ça se passe exactement. vraiment très mal là, tu vois. Je le vois pas partir. Il faudrait des échecs sportifs parce que lui, on sait que ça compte énormément. Il faudrait qu'il y ait une brouille avec le propriétaire, mais bon, a priori. Non, mais loin de tout ça. Voilà, on est absolument tout. Là, ils vivent dans un monde de bisounours, les mecs, donc tellement ça se passe bien. Dans un monde de bisounours, sauf quand ils sont sur le terrain, où là, on est plutôt sur, on est plutôt sur un cassage de gueule très sérieux. Hein. Tout à fait. Ils n'ont pas d'humour. Il y a un truc aussi, les gars, très rapidement. Giannis, il m'impressionne dans sa façon de progresser. En fait, j'ai l'impression que ce mec-là, il repousse ses limites à chaque fois. On se dit qu'il est hyper dominant depuis longtemps maintenant dans la ligue. Et puis chaque saison, en fait, j'ai l'impression que ce mec-là progresse encore. Il est jeune encore, hein. Bah oui, on parle de prime souvent, mais en fait, ton prime technique, c'est beaucoup plus tard. C'est 30, 31, 32 ans, hein. Ton prime technique, Jojo, à 32 ans, techniquement, il était très différent de ce qu'il faisait à 25 ans. Ouais. Donc, il y a ça. Hein. Après, 5 ans de muscu, 5 ans d'entraînement, 5 ans de compréhension du jeu. Ouais, moi, surtout la compréhension du jeu, de savoir à quel moment être fort. Je pense que si tu prends Yanis il y a 2 ans ou il y a 3 ans, où il a peut-être progressé un petit peu physiquement, mais techniquement, c'est pas non plus une différence incroyable. Mais je pense que dans la gestion, savoir à quel moment prendre le match, notamment en playoff, notamment dans les moments importants, c'est ça qui fait la différence. Et on parle de Jojo, on parle de Kobe, on parle de LeBron, on parle des plus grands joueurs de tous les temps. On voit qu'il y a une linéarité un petit peu, une progression dans ces aspects du jeu-là. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Donc, et là-dessus, il a encore une vraie marge de progression. Ouais, voilà. Et quand tu dis les noms que tu viens de citer, j'ai envie de rajouter Nowitzki parce qu'on a eu la chance que Yann Maimi nous raconte comment les finales 2011, comment Dirk, en fait, le game paraît facile pour lui, paraît lent, il voit tout avant tout le monde, tu vois, et pourtant en face il joue LeBron, Wade et Bosh. Bien sûr. Et Yann, il nous disait, mais on avait l'impression de le voir qu'en fait que tout il flottait, quoi. Tout était facile pour lui et il n'avait pas l'âge de Yanis. Alors moi je pense et je rejoins d'autres qualités, et des qualités différentes. Et je rejoins Walid complètement là-dessus. Ce que tu viens de dire aussi, Arthur, c'est que je pense que le meilleur est peut-être encore à venir avec Yanis. Il connaît le chemin maintenant, et d'ailleurs tu vois quand les Clippers prennent Kawhi, c'est parce qu'ils savent qu'il connaît le chemin, ils savent, et à la limite, bon, la saison régulière, l'autre management, c'est un autre débat, etc. Mais au moins ce gars-là en playoff, il sait comment faire le truc. Et voilà, là-dessus, il a largement progressé. Mais c'est ça, il faut se rendre compte de ça, c'est que le niveau qu'a le mec aujourd'hui, quand on voit que ce mec-là a encore une marge de progression, c'est assez impressionnant quand même. Ça fait flipper. Il fait un début de saison franchement tranquille, tu vois, il force rien et tout. Il a 32-6, 32 points du coup, 12,9 rebonds, 5,8 passes. Donc il est quand même sur des bases très très hautes pour lui. J'ajoute à ça 55% au tir, 27% à 3 points. Bon, évidemment, il sera jamais. Si un jour il fait 40, c'est qu'il s'est passé un peu. C'est pas là qu'on va l'attendre. C'est pas ça qu'on l'attend, mais on sait jamais. Hein. LeBron a fait une saison à 40%, on se souvient à Miami 2013. Donc il part de plus loin, Yanis. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais c'est bon, on sait jamais. Peut-être qu'un jour il fera 38. Hein. Après, tu prends des bons tirs, tu connais, hein, tu pars fort dans une saison. La dernière question que j'ai envie de nous poser sur les Bucks, comme ça on pourra garder cet élément pendant toute la saison, c'est à combien de victoires ils vont finir? Bonne question. Walid, comment s'il te plaît? Combien de victoires en fin de saison? On se lance maintenant et on regardera ça dans 3-4 mois. Je pense que là, ça va commencer à s'essouffler un petit peu. Bon, allez, je vais dire 60. Moi, je vais dire un peu plus. Moi, je vais dire 64. On rappelle que l'année dernière, 64. Donc, comme les Suns l'année dernière, on se souvient, 64. Moi, je voulais être autour des 62-63, donc je vais pas recopier Arthur. Et je vais dire, comme Arthur 64, on embrasse nos amis des Pyrénées-Atlantiques. Attends, je regarde. On rappelle que leur record, c'était avec Kareem, c'était en 1971, il a fait 66 victoires. Donc j'ai envie de te dire qu'ils feront 66 victoires pour égaliser. Ils ont déjà battu un record de franchise, pourquoi pas aller en chercher un deuxième? Allons égaler le record des Bucks 71 de Kareem Abdul-Jabbar. C'est l'année en plus où ils sont champions. Mais les gars, c'était à 50 ans et tout ça. Si ça commence à ménager un petit peu Giannis sur, on va dire, sur la fin de saison, sur les 20 derniers matchs, parce qu'on sait que ces mecs-là, ce qu'ils voudront, c'est être prêts en play-off. Ça va lâcher des games quand même à la fin, je pense. C'est possible, mais après, surtout des Warriors, c'est-à-dire que quand il y a un titre à aller chercher, ils ont quand même plutôt tendance à jouer. Alors, sans cramer les mecs, mais en tout cas, quand tout le monde en parle, quand médiatiquement il y a un engouement,
Puis moi, je veux bien, hein. Mais alors, on est d'accord. On est loin encore. On est loin encore, mais moi, quand ils mettent des mecs au repos, ils gagnent des matchs, hein, jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Dans un début de saison, à voir si ça se confirme. Bon, très bien, en tout cas, Middleton n'est pas encore revenu, les gars. aussi. euh, Aussi. Nous imaginer qu'il va revenir, mais comment? On verra. Écoute, on verra, ce sera intéressant à suivre. Merci, Walid. Merci pour ton appel. Merci les gars. Salut Bon Walid. courage à vous. Merci à la famille, Ciao, ciao. merci à toi. Voilà pour les Bucks, hein, toujours invaincus. On suivra si ce soir, on rappelle, il y a 15 matchs ce soir avant les élections de mi-mandat aux États-Unis demain. Donc il n'y a pas de match demain soir. Donc tout le monde joue. La NBA ne se prend pas la tête. Ils ont mis tout le monde. Il y a des départs différés, un peu comme sur un contre-la-montre. Ça joue toutes les 15 minutes, enfin les départs de match. Donc on pourra suivre ça pendant toute la nuit ensemble sur Twitter pour les plus foufous d'entre vous. Voilà pour les Bucks.